live où Sofiane débarque. C'est super, là. Déjà la connexion. C'est la force du 5G du côté de Sofiane à lâcher. Salut Nick, comment ça va? Salut Ned, ça va très bien toi? Merci d'être venu. On va voir si on va être capable de récupérer Sofiane pendant ce temps-là. Et voilà, le 5G, tu étais encore sur ton 4G, Sofiane? Non, Wuhan a été gentil avec moi. Le 5G. Je vous jure. Les gars, ça fait 2 ans que vous me demandez à chaque semaine si je vais venir à Couscous Piri-Piri. C'était pas le menteur. Le mensonge. Le mensonge. Non. Ça prenait une pandémie. Le mensonge. Le mensonge. Oui, ça prenait vraiment une pandémie. On s'est vu, Nicolas, comme la veille du confinement à peu près, là. Ben, on a joué, puis je me rappelle que je vous disais, j'étais sur mon sel pendant les petits breaks, puis je vous disais, ça va péter, ça va être notre dernier match, c'est sûr et certain, puis finalement, ça a pété nettement plus que ce que je pensais que ça allait éclater. Ouais, puis on a joué avec un Chinois en plus, je peux pas croire qu'on Oh non! Twitter va nous bannir, Nilton, c'est fini. Non, c'est correct. Là. Non, mais à Montréal, c'est probablement en italien, en espagnol qu'ils ont affecté, tu le sais bien. Non, ça vient de l'Europe. Ouais, pour l'instant, on est correct. Probablement en portugais, là, les Européens. Merci, les gars. Sinon, Nicolas, confinement, là, c'est-tu mieux être un agent de joueur en confinement ou un journaliste sportif en confinement? Dans les circonstances actuelles, ça aurait été mieux d'être un journaliste parce que j'aurais reçu un salaire. Puis si j'avais été congédié en raison de la COVID, probablement que je toucherais 80% de mon salaire, donc je serais nettement mieux dans ma peau. Je blesse la PCU parce que je suis capable de payer mon épicerie et mon logement actuellement, mais mettons que partir une business dans le monde du sport professionnel au moment où le sport professionnel arrête au complet, c'était pas nécessairement le timing le plus chanceux de mon côté. C'est pas mal arrêté, je veux dire. J'imagine que surtout la CPL, tout doit être en stand-by. Ce qui avait été réglé est réglé, mais là, tous les joueurs qui étaient en attente d'une décision, c'est sur la glace, là, peu importe le niveau, là, que ce soit dans les deuxième division nord-américaine ou ailleurs en Europe. Là. Ouais, tu sais, notre mercato, nous, était pas mal complété, outre peut-être 1 ou 2 cas. Donc, à ce niveau-là, ça change pas grand-chose, sauf que malheureusement, ce qui était les dossiers les plus importants pour nous en tant qu'agents, c'est les joueurs devaient commencer leur saison et nous, on avait des scouts d'un peu partout dans le monde qui devaient surveiller nos joueurs pour la fenêtre estivale. Donc là, ce qui est chamboulé, c'est pas la dernière fenêtre des transferts, c'est celle qui s'en vient et c'est celle qui, techniquement, devait nous permettre de faire quelques gros moves et envoyer quelques joueurs dans des équipes importantes un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as un scoop? Le scout du Real Madrid, aller voir qui? Moi, je veux les scoops, là. Écoute. On est en sevrage, Il faut que tu me donnes des thèmes, mon Sofiane. Je peux pas juste te sortir des scoops comme ça. Je vais peut-être m'échapper, qui sait. J'ai pas beaucoup d'expérience dans la langue de bois. N'est-ce pas. Mais quand tu m'as annoncé que tu quittais la job de journaliste, là, je me souviens, là, tu m'avais teasé un petit peu, là, puis j'étais pas mal sur le derrière, là, tu sais, j'arrivais pas à comprendre comment un gars, au niveau, en tout cas, médiatique soccer, une référence, le reporter commence à avoir des connexions, pas seulement à Montréal, en Amérique du Nord, en Europe, tu sais, t'étais quand même quelqu'un qui aimait du public, respectait des joueurs, du staff de Montréal, tu pouvais facilement t'imaginer percer, tu sais, pas rester nécessairement dans ta bulle soccer, tu pouvais sortir de cette bulle-là, aller quelque part dans du sport, faire du divertissement, tu étais dans la machine de TVA. Puis quand tu m'as dit, Nil, je me pars une agence de joueurs, autant j'étais impressionné, autant je comprenais pas ton move. Tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui a déclenché ça? Tu sais, je veux dire, c'est pas une décision en un mois, là, tu l'as dit un peu partout, que ça faisait plusieurs mois, voire des années que tu y pensais. Mais pourquoi avoir abandonné ce trajet-là vers un inconnu, là? Tu sais, moi, j'ai jamais eu la prétention de vouloir être une star ou de vouloir être un personnage connu de la télévision québécoise non plus. Donc, c'était pas ça mes ambitions du tout. Puis, tu sais, même au fil des dernières années, on m'a quand même offert certaines gigs au niveau du hockey pendant les séries éliminatoires. On m'a offert le beat du Canadien de Montréal aussi. Puis, à toutes les fois, j'étais comme non, je suis vraiment, vraiment bien dans le monde du foot. Puis, je me suis vraiment découvert une passion, tu sais. Fait que c'était pas juste... je faisais pas juste ça pour
pour ma paye. Au final, je faisais ça vraiment, vraiment par passion. Puis quand j'ai réalisé que dans la business du foot, il manquait quelque chose, il manquait peut-être d'acteurs importants dans le marché montréalais, de gens qui avaient des connaissances autant du marché montréalais que du reste du marché nord-américain. Je me suis dit, si je chiale là-dessus et que j'ai les outils pour changer quelques trucs, ben je devrais vraiment me lancer. Fait que ça a mijoté longtemps, tu sais. Puis pour moi, c'était comme de choisir justement entre le chemin facile qui était tracé devant moi, soit continuer dans la machine TVA qui m'a fait grandir, qui a permis de me payer une panoplie de trucs pendant des années, tu sais, un bon salaire que je pensais jamais faire dans ma carrière, ou de bâtir quelque chose de mes mains et de donner l'importance à ce sport-là duquel je me suis amouraché. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en étant à TVA, j'avais une belle tribune, mais en même temps, je pouvais pas parler aussi souvent que je le voulais de soccer. Là. Je pouvais pas aller sur quand je voulais. C'était quand Dave Morissette ou le producteur de Dave ou le producteur de G, peu importe, c'est quand eux, ça faisait leur affaire, quand eux, il y avait une nouvelle qu'ils considéraient importante que j'y allais. Ouais. Si moi, il y avait une nouvelle que j'avais vraiment envie de partager, ben le seul endroit où je pouvais le faire, c'était Twitter. Tu sais. C'est qui eux? Vas-y, Sofiane. Non, vas-y, je veux savoir. C'est qui eux? C'est qui eux? Ça, c'est parce que souvent, là, tu sais, la grosse décision, c'est que les gens de télé n'aiment pas le soccer. Tu sais, on est là comme du bouche-trou quand il n'y a pas de hockey. Mais tu sais, c'est quoi généralement ce qui se passe au niveau décisionnel là, derrière pour décider que cette fois-ci, on donne un peu de temps? Tu sais, c'est-tu des directeurs de programmation? C'est-tu les intérêts des journalistes? Ça se passe comment là, au niveau décisionnel que nous, on ne comprend pas? Mais non, mais c'est un cercle vicieux. Tu sais. Les boss, c'est pas qu'ils n'aiment pas le soccer. Je pense qu'ils ont vraiment appris à aimer le foot au cours des dernières années. Tu sais, spécialement à TVA Sport. Pour vrai, les boss nous ont donné énormément de latitude par rapport à ce qu'ils faisaient avant. En voyant à quel point on était investis, Frédéric, Vincent et moi, et à un certain moment, Aston et Pat, ils se sont dit, OK, tu sais, les gars, s'ils sont pour en donner autant que ça, on va leur donner de la corde, tu sais. Allez-y. Puis, honnêtement, crédit aux décideurs là-bas, Serge Fortin, Louis-Philippe Neveu, vraiment, ils nous ont donné les outils pour qu'on puisse le faire. Sauf que, il y a une limite à ça. Il y a une limite à ça parce que si les codes d'écoute suivent pas, les investissements, ben, à un certain moment, le diffuseur est perdant. Et là, je dis ça avec tout le respect du monde, et pour TVA Sport, et pour l'Impact de Montréal, et pour les partisans. Mais il n'y a pas assez de monde qui écoute pour que ce soit rentable pour l'instant. Ta faute, Sofiane. Mais en fait, c'est la faute de tous les Québécois, malheureusement, parce que les fans de foot, ils sont très, très vocaux sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on a dit que, oh my God, il y a plus de fans de l'Impact que du Canadien de Montréal. Mais c'est alors que non. Les fans sont juste plus bruyants, mais ils sont moindres. Il y a pas beaucoup de fans de foot encore ici, et on a du chemin à faire pour être capable d'avoir les codes d'écoute qui accotent le Canadien. Malheureusement, on a le pire exemple parce que le Canadien, on se dit, OK, des bonnes codes d'écoute, c'est 600 000 en montant. Ouais. Mais l'Impact de Montréal, quand on atteignait 100 000, on était très contents, tu sais. Très, très, très contents. Mais même avec ce chiffre, tu me donnes 100 000, 200 000, OK, mais qu'est-ce que ce chiffre vaut quoi dans le contexte que TVA Sport, c'était une nouvelle chaîne relativement jeune, TVA Sport était jeune, par rapport à RDS et d'autres, c'était un bébé. Et comment on prend ce chiffre-là et on l'extrapole pour dire 60 000, 100 000, 150 000 qui regardent la match de l'Impact par rapport à le Canadien à 1 million. Est-ce qu'on peut faire une règle de 3 pour dire, au fait, dans 10 ans, si ça continue, on va arriver à 400 000, puis ça vaut la peine. Mais est-ce que ce chiffre-là, il y a peut-être trop, il monétisait trop la possibilité d'investir plus de foot dans le foot parce que c'était jeune. Donc, c'est un peu dur, même si jeune, ça fait 8 ans que l'Impact est dans la ligue, mais c'est quand même, je trouve un peu chien. Je sais pas si ce chiffre, un chiffre comme ça, tu as dit 100 000, ça peut être 200, ça peut être whatever, mais... Oui, mais c'était moins que ça, tu sais, comme c'était dans les bons matchs, dans les gros matchs, c'était moins que ça. Puis... Mais tu compares à 75 000 Impact d'ici avec 700 000 Habs Bruins, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Non, mais c'est de vendre de la pub. C'est qu'après ça, peu importe, 75 000, là, demande à nos gens à TVA Sport qui vendent de la pub d'aller chercher autant d'argent pour l'équipe de diffusion. Puis là, après, eux, ils investissent. Là, je me fais des pâtes en même temps que je vous parle, les gars. C'est un podcast un peu tout faire. Vas-y. C'est CCPP. On adore ça. Tu savais comment on a déjà fait des podcasts. Ça, c'est quasiment professionnel. Mais oui, donc ce que je disais, c'est
Après, tu sais, si tu as 75 000 personnes qui écoutent, par exemple, et que tu vends X nombre de pubs, et que derrière, tu payes, je vais être super transparent, mais tu payes mon salaire, tu payes le salaire de Frédéric, de Vincent, de Pat Bernier, d'Assun Camara, de Jonathan Beaulieu-Bourgault, tu payes toute l'équipe de production, et que la pub que tu vends pour les matchs, c'est malheureusement, ça vient pas à côté les dépenses que tu fais ou les voyages qu'on faisait pour le match des étoiles ou pour les séries éliminatoires. À un certain moment, c'est plate à dire, mais la chaîne, elle a investi un peu dans le beurre, puis elle a beau se dire, l'année prochaine, ça va être mieux. L'année prochaine, ça va être mieux. Mais à chaque année, on a des pointes et on a des descentes. Et ça, malheureusement, c'est le gros problème, là, c'est que TVA Sport a acquis les droits de diffusion de l'Impact de Montréal et il n'y a pas eu de séries éliminatoires pendant 3 ou 4 saisons consécutives. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, c'est les grands décideurs qui, à un moment donné, ils prennent des risques, puis les risques ne sont pas rentabilisés. Et ça, c'est dommage, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de partisans encore. Oui, et en termes de chiffres et de drama sur les réseaux sociaux par rapport au fameux débat avec la couverture médiatique, ça revient tout le temps au chiffre. Parce que ça me ferait quand les gens comparent le Canadien à l'Impact de Montréal. C'est comme si tu disais à Paris, à Turin, puis à Munich, pourquoi on ne parle pas assez de l'équipe de hockey là-bas? Parce qu'ils s'en foutent. Ben oui. Peut-être Munich, c'est un mauvais exemple, mais l'équipe de handball, c'est grand en Allemagne. En France, c'est grand, mais en Italie, ou le volleyball, par exemple. Mais RMC Sport, Radio Italia et puis, je sais pas, Deutsche Welle, ils vont parler à 95% de la Bundesliga, de la Serie A, etc. Et le sport numéro 3 ou 4, ils vont en parler quand ils ont le temps. Et si une radio étudiante va s'en occuper, puis ils n'ont pas de budget. Mais ça, et je trouve, les gens font pas assez ce parallèle assez souvent. Et c'est important qu'ils prennent ça en contexte. Le Canadien, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Tottenham, c'est Arsenal. C'est la même chose en termes de visibilité, en termes d'attractivité. Puis c'est exactement ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut en prendre en compte. C'est pourquoi moi, entre le débat de couverture médiatique 2020 et 2012, c'est un débat différent. Mais la couverture médiatique a été décevante par rapport aux attentes des gens, parce qu'on était en réseaux sociaux, on s'attendait à des attentes, on avait des attentes assez grandes. Mais maintenant, quand les gens disent, parce que vas-y. Nos attentes sont vraiment trop grandes. On a l'impression, parce que nous, les partisans de foot, on suit ça pas seulement depuis 5-10 ans, on suit ça depuis toujours, généralement. Donc, on donne des références historiques et là, tout d'un coup, on a un attachement local parce qu'il y a une représentation de foot local. Mais c'est pas vrai que le soccer est dans le marché médiatique depuis si longtemps que ça. Il y a plein de nouvelles références, il y a du nouveau public. Puis, on peut pas s'attendre qu'en 2-3 saisons, que ce club-là va atteindre des 200-300 000 de cote d'écoute ou qu'ils vont avoir des chiffres comme les Alouettes. Les Alouettes, c'est historique. Et c'est pas juste Montréal. L'Impact de Montréal, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup concentré sur la ville de Montréal. Oui, il y en a à l'extérieur de Montréal, mais le foot, c'est un phénomène montréalais un peu plus que québécois. Oui, tout à fait. Tu as 100% raison là-dessus. Quoiqu'il y a quand même des partisans qui sont à Rimouski, à Québec. Tout ça, il y en a, mais il n'y en a vraiment pas suffisamment parce que dans les médias à Québec, par exemple, moi, je sais que j'ai souvent parlé avec des journalistes là-bas parce que j'essayais de les craquer un peu puis de faire en sorte qu'ils parlent davantage de, mettons, Jackson Hamel, la fierté de Limoilou, ou du moins qu'on tente de le faire devenir la fierté de Limoilou parce que, il y en a tellement des joueurs de foot à Québec qui sont à Beauport, à Charlebourg, à Sainte-Foy, peu importe, qui se disent, moi, je deviendrai jamais professionnel, là. C'est impossible. C'est impossible parce que les seuls joueurs actuellement qui sont comme, qui touchent ou qui sont proches d'y toucher, il y a eu Kevin Cossette, il y a Jackson Hamel, puis là, il y a Jean-Aniel Assis s'il réussit à percer puis à signer un contrat. Mais donc, les personnages qui réussissent, il faut que les médias en parlent pour faire en sorte que les jeunes puissent rêver à éventuellement gagner leur vie avec ça. Et il faut surtout, malheureusement, que l'Impact gagne. Pas gagner des championnats et qu'il soit compétitif dans une ligue qui te permet d'être nul pendant 6 mois, puis te rattraper les 2 derniers mois, puis bouf, je suis dans les séries, puis tout va bien. Et le point de l'Impact était tellement instable en termes de performance, en termes de culture, même en termes d'entreprise. Regarde, Linton, je les ai couverts de 2011 à 2000. Si on oublie les résultats, le contenu que l'Impact de Montréal te donne, c'est incomparable versus les Canadiens. Je veux dire, les Canadiens, t'es obligé de parler du 4e trio à un moment donné parce qu'il n'y a plus rien à dire. L'Impact de Montréal, il y a tellement de stock autour.
si c'était quelque chose qui était intéressant pour un public un peu plus large, du drama, il y en a à toutes les semaines. On n'a même pas besoin d'en inventer tellement que cette équipe-là, vu qu'elle est jeune, vu qu'elle est proche du public, qui est proche des journalistes, cette proximité-là qui n'existe pas au hockey, on se retrouve avec des histoires, là. Je veux dire, il y a du matériel à l'infini. Oui. Mais le matériel se trouve partout. C'est juste que c'est relativement jeune, l'Impact en MLS. L'Impact est là depuis longtemps, mais c'est le complexe. Ils ont quand même aussi le fantôme ou l'ombrage ou le nuage gris de Claude Robillard. Tu sais, la mentalité, c'est Robillard, c'est le terrain pourri. Oui, ils ont gagné dans les années 90, il n'y avait pas de télé HD. Oh, à l'époque. Tout le temps les mêmes vieux clips. Mais l'Impact veut sortir cette image aussi. Ils le savent. L'Impact savent qu'ils ont une image de vieux club, ils le savent qu'ils traînent cette image-là. Gilmore n'est pas là par hasard. Il n'est pas là juste pour je suis là pour m'amuser. Il est là pour refaire l'image du club de A à Z quasiment. La pandémie est en train de tuer son plan en ce moment, mais on verra après. Mais tout ça, c'est lié. Ça va ensemble. Et oui, le contenu, oui, les victoires sont pas là, mais le contenu, tu as raison, Milton, il est catastrophique parce qu'il est inconstant. Drogba, Justin Brown, Corradi, je sais pas qui. Tu sais, à un moment, je me dis, mais comment le club peut suivre? Et surtout, moi, j'avais la vision d'un gars qui couvrait le club de façon assez régulière. Et quand je reculais d'un cran pour dire, OK, je vais faire ça en tant que fan de foot, je dis, merde, c'est assez bordélique. Et c'est difficile à suivre. Mais vous pensez pas que l'Impact de Montréal a encore des réflexes de Centre-Claude Robillard? On les voit être encore un peu interventionnistes. Je ne sais pas au niveau journalistique. Oui, chaque club veut contrôler son message, mais est-ce que l'Impact de Montréal veut vraiment surcontrôler son message pour donner cette image-là de professionnalisme à tout prix? I plead the fifth. Non, c'est parfait. Mais t'as le droit ça à une fois ou à une à l'infini. On verra. On verra quand on a des questions. Hein. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, Nathan, c'est que ce que j'ai entendu à travers les années, j'étais à leur place, je fais la même chose. C'est ça le truc. C'est pas comme s'il fait un comportement qui est narcissique ou illégal ou méchant. J'étais à leur place, mon entreprise, ma maison. Je reprends, fait la même chose à un certain niveau. Peut-être pas, il y a des choses que j'ai entendues, non, je n'aurais pas fait ça personnellement, mais n'oublie pas, c'est des gens, c'est des entreprises. C'est une entreprise composée de personnes avec des idées qui ont un leader, Joe Saputo, qui mène la parade. Donc, moi, j'ai pas l'impression que normalement, d'autres clubs font pire. Le Canadien, c'est les champions, ça. On entend des histoires tout le temps qui commencent à rejoindre de plus en plus depuis Laure Bergevin, genre tout le monde se lâche là sur les Habs. Donc, je trouve ça assez marrant. Mais honnêtement, l'image par rapport à ça. Puis, je voulais revenir sur la couverture médiatique. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ça, parce que moi, ce qui me dérange le plus par rapport à ça, ce fameux débat qui, je ne sais pas pourquoi depuis 2 ans est revenu là, c'est que moi, je ne sais plus de quoi les gens parlent. Est-ce qu'ils parlent de couverture médiatique vous parlez de la quantité, la qualité, du type, ou quoi exactement? Et là, je demande à les gens qui s'occupent en direct et en podcast, tu étais nous au Facebook, nous après. Quand les gens parlent de couverture médiatique, je ne sais plus de quoi ils parlent. Je ne sais pas. Il y a littéralement 15 podcasts, incluant les podcasts des mainstream, qui parlent de l'impact. 15, je pense. Il y a peut-être 2 fois plus de sites. Il y a 2 chaînes télé qui en parlent, 3 chaînes radio qui en parlent quasiment régulièrement. Mais après, on me dit, c'est pas comme Rai Télé, c'est pas comme France Football, c'est pas comme Stephen A. Smith et Kellerman Get Up ou whatever, j'oublie le nom du show sur ESPN. À un moment, qu'est-ce que les gens veulent exactement? Il faut que les gens expriment leur désir exact pour que je puisse comprendre. OK, vous voulez quoi? Vous voulez un show télé Snapchat avec des tags, avec des filtres pour qu'on parle de foot? En couverture médiatique, moi je me trompe, Nicolas. On doit être, Montréal doit être à peu près dans le top tiers de couverture médiatique en MLS. Assurément. Avant que LAFC entre dans la ligue et que Zlatan arrive, je pense que l'Impact était pas mal l'équipe la plus couverte. Puis, tu sais, j'ai voyagé pendant 5 ans avec l'équipe. Honnêtement, je pense pas. J'ai pas vu une couverture aussi exhaustive ailleurs que ce que nous on offrait à TVA Sport. Puis, je dis ça de façon honnêtement, je lance des fleurs à mes boss, à mes anciens boss, parce que pour vrai, de me faire voyager partout avec l'équipe. Tu sais, écoute, il y a Atlanta qui faisait ça. Autrement, c'est tout, là. C'est tout. Les autres équipes, je ne voyais pratiquement jamais de journalistes des équipes adverses. Puis même quand j'allais aux entraînements des autres équipes, tu sais, j'allais souvent, mettons, aux entraînements des Red Bulls de New York. Je croisais pas un journaliste une veille de match, tu sais. Alors que nous, on avait fait le voyage, puis on était à New York, puis on couvrait. Donc, le point, c'est TVA Sport.
particulière. Mais là, je dis TVA Sport parce que, guys. Ouais, parce que ça y est, là c'est TVA Sport. Là, je veux dire, moi, j'étais là à chaque jour à l'entraînement. Honnêtement, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que la couverture était là. Puis on avait un magazine, le magazine MLS, le magazine Impact cette semaine. Les codes d'écoute n'étaient pas là. Donc, on offrait cette couverture-là. Puis tu sais, tu parles de podcasts. À un moment donné, c'est parce que trop de podcasts, c'est comme passé aussi. Il y en a qui sont de qualité, il y en a qui sont peut-être un petit peu de qualité. Tu sais, il faut que le produit qui soit offert. En fait, c'est que là, il n'y a pas assez de rareté pour le nombre de personnes qui écoutent. J'ai l'impression que c'est tout le même monde qui écoute les podcasts et qui en produisent. Fait que là, ça fait en sorte que c'est un dialogue entre super fans, mais. Exactement. Mais le fan moyen, il comprend rien. Moi, je ne me base plus sur Twitter et Facebook pour dire ce que j'ai envie de faire comme contenu, ou les podcasts, ou même CCPP. CCPP, il a commencé par hasard, par erreur. Et on n'écoute personne, on fait ce qu'on veut, et on se dit ce qui arrivera, arrivera. Honnêtement. Et la seule raison que tu es le troisième invité, Nick, parce qu'on est trop désorganisé pour avoir une troisième personne. On s'est dit à deux, c'est simple. On a deux personnes, on fait ça, ok, il est 7h55, on y va en 5 minutes, ok, go. Donc, c'est ça la grosse, c'est ça par rapport à notre succès relatif par rapport qu'on puisse produire des épisodes régulièrement, entre guillemets. Parce qu'on n'en fait pas 50 par année aussi. Donc, mais c'est vrai, il y a beaucoup de volume, mais c'est pas nécessairement de la qualité. Maintenant, le marché décidera ce que le marché va décider. Les gens vont consommer, ils vont pas consommer, etc. Mais c'est important je pense que la discussion est très intéressante. Puis, il faut, c'est pas parce qu'il y a 15 journalistes sur les entraînements, puis il y a 15 articles sur l'impact, c'est quelque chose de bien ou de mal. C'est juste, c'est la réalité, c'est ça. Maintenant, c'est aux gens de juger ce qu'il y a dedans. Maintenant, en même temps, on est en plein chamboulement de consommation médiatique. Là, en Québec, on est tout le temps en retard sur de 10 ans, sur tout ce qui est consommation médiatique par rapport à ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis notamment, mais encore plus par rapport à l'Angleterre. Mais ça, c'est normal. Là, c'est plus une réalité que je remarque là, mais je suis pas un expert. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une grosse évolution. Et malheureusement, les gens qui nous parlent, les super fans, je ne peux pas me baser sur eux pour dire, OK, ma stratégie, je me base sur les 50 tweetos qui sont vraiment forts et qu'on apprécie beaucoup, ce qui font partie de la culture du foot montréalais. C'est indéniable parce que c'est la seule façon qu'on peut communiquer avec eux, que ce soit TVA Sport qui lit les tweets, OK, on va voir ce qui se passe avec ça, comment on va interagir avec eux, comme avec le pub virtuel de Frédéric Lord. Donc, tout ça, ça va ensemble. Et malheureusement, c'est flou. Et si quelqu'un avait la réponse, on aurait eu un gros réseau web, pure web, qui aurait pris la place de même les mainstream, honnêtement. Si quelqu'un avait trouvé la clé de le réussir par rapport à ça. Ça va arriver, mais je pense pas que c'est à toi, Newton, malheureusement. Bon, on va lâcher l'impact un peu, là. La CPL, moi, personnellement, je suis hyper surpris après un an du succès de la CPL. Au niveau sportif, je parle, là, parce qu'au niveau financier, je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre de la foule, tout ça. Toi, Nicolas, comment tu vois la CPL présentement? Est-ce que tu vois vraiment comme l'endroit où c'est propice pour un joueur comme outil, une espèce de tremplin là, pour sa carrière? Je veux dire, dernièrement, on pensait que c'était les clubs de la MLS. Rapidement, on s'est rendu compte que les clubs de la MLS, mais ils sont là pour produire des résultats. Je veux dire, c'est bien beau l'académie. L'académie, c'est pour aller chercher des joueurs qui vont faire l'effectif, mais quand tu ne fais pas l'effectif, il faut que tu trouves de quoi ailleurs, des solutions de rechange. La CPL, est-ce que tu vois vraiment comme l'outil canadien pour développer le foot au Canada? 100%, puis spécialement pour les gars qui jouent en USL. Ça, je pense qu'aujourd'hui, la CPL vient complètement remplacer la USL pour les joueurs canadiens parce qu'une première division canadienne vaut nettement plus sur le marché international qu'une deuxième division américaine. C'est fou. Donc, en ce moment, un joueur qui joue en USL, malheureusement, passe à côté de transferts potentiels en Europe parce que, pour l'avoir vécu, très, très, très difficile de prendre un joueur de USL et l'amener dans quelconque pays d'Europe, même si c'est la Hongrie, même si c'est l'Estonie, peu importe. Est-ce que c'est une question de perception ou c'est une question de niveau, là? Perception, parce que le niveau de la USL est très, très élevé. Pour vrai, le niveau de la USL, il y a des joueurs dans USL qui pourraient jouer en MLS. Oui, clairement. Il y en a eu quelques-uns. C'est juste que malheureusement, il y a comme trop d'équipes, puis le talent se dilue, ça se perd, puis il y a des inégalités aussi dans cette ligue-là. Donc, je pense que encore aujourd'hui, la USL, la qualité est supérieure à celle de la CanPL au niveau du jeu, sauf que les joueurs canadiens sont nettement plus sous la loupe en étant dans une première division et ça fait en sorte que notre travail à nous, derrière dans les coulisses, en fait, ça rend notre travail plus facile. Parce que si un de nos joueurs évolue ultra bien dans une équipe de CPL,
honnêtement, après ça, l'amener. Tu sais, puis chapeau à Nikos Mavromaras qui a réussi à amener Tristan Borges en Belgique. Ça a fait en sorte qu'il y a pas mal de nos joueurs qui ont fait comme OK, ben, finalement, la CPL. En Belgique, c'est Il plate. était supposé venir à Montréal. C'est ça, c'est plate, sinon on aurait eu 100% dans notre Mercato, le dernier Mercato. Il vient à Montréal, 100%, on est parfait. En rançant une mise en demeure de Don Garber, $1 million. Allez hop! Bunch of leakers. Non, c'est intéressant sur la KMPL parce que ce qui a été bien fait, c'est que One Soccer a fait un excellent travail pour la promotion de la ligue en termes de réseaux sociaux, de contenu mené par notre ami préféré, Curtis Larson, préféré des tout montréalais, mais il fait un excellent travail, il faut le dire. Le gars, il sait faire du contenu, là. Je sais pas ce qu'il fait exactement en détail, là, mais je le vois, là. C'est le leader du contenu, là, sur One Soccer. Puis, honnêtement, ils font un bon travail. La CPL la KNPL est accessible en ligne. C'est intéressant. Il a une connexion directe avec les gens du Québec parce que tu as tous les joueurs qui ont joué à l'Impact, à l'Académie qui sont là, on le sent. Et puis, je fais partie de cette vieille garde qui a eu la chance de travailler, de couvrir le FC Montréal avec la USL et l'Impact. Je dis, je vois les cachers, les régies, les Bélangoyades. Je dis, ça fait du bien que ces gars-là, enfin, que le fait qu'on paye leur chance avec l'Impact était inexplicable parce que l'Impact était nul à ce moment-là. Et ces joueurs-là n'étaient pas si mauvais que ça. Non, mais l'Impact était catastrophique entre 2014 2013, 2014, 2015, c'était une catastrophe. 2015, non, là, mais pourquoi ces joueurs n'ont pas trouvé une place, même sur le banc pour. Voilà, ça, j'ai jamais compris. Ils préfèrent avoir des joueurs internationaux sur le banc, mais ça, je tergiverse. Mais en amont, la KMPL est vraiment importante dans sa diffusion de contenu. C'est vraiment intelligent ce qu'ils font. Ils se prennent au sérieux, mais voilà, je dirais pas qu'ils rient un peu d'eux-mêmes. On fait doucement, on arrive doucement, puisque avec l'arrivée d'Athletic Ottawa et l'investissement d'Atlético Madrid, c'est un gros boost à la visibilité de la ligue. Surtout que, comme la MLS est très proche de beaucoup de ligues européennes, notamment la Bundesliga, la KMPL pourrait avoir un allié en Europe pourrait filer du talent en France, en Italie, de façon, je dis des ligues, mais de façon systématique. Et des gens comme toi, à Obélisque, ça va être important de vous êtes déjà positionné intelligemment dans un marché qui avait personne. Vous êtes mis là, on est là, on gère la KMPL quasiment. Dans le sens, en termes d'agent de joueur, vous êtes très présent là, donc ça c'est super. Et puis ça c'est important parce que on connaît Nick, on connaît Monsieur Jobin, on connaît tout le monde. Puis il y a une connexion médiatique, une connexion des agents, une connexion de la ligue. T'as le podcast de Mike Miller, Pure Podcast, qui met du contenu à gogo. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Là, tu es en train de dire que la CPL, là, c'est magique et c'est très bien. Oui, il y a juste des qualités. Mais nous, au Québec, on est les seuls qui ne l'ont pas vu. Tu sais, comment ça se fait cette ligue-là n'a pas démarré avec une concession au Québec? Je veux dire, c'est un des marchés clés. Là. Je veux dire, autant au niveau popularité qu'au niveau joueur. Le marché québécois, c'est une aberration qu'il ne soit pas là dès le départ. Puis même là, ça a l'air assez compliqué d'avoir notre place dans cette ligue-là. Nick, t'en penses quoi? Là? Pourquoi au Québec, on n'a pas été capable d'être là dès le début? Dès le début, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que le prix des concessions a déjà augmenté de façon un peu ridicule. Je ne vais pas mentir. Tu sais, actuellement, je pense que si cette ligue-là est sérieuse dans sa volonté d'avoir une équipe au Québec, il faut absolument qu'on retourne avec le prix pour les premières concessions. Tu sais. Ils ne peuvent pas demander 7-8 millions de dollars pour une équipe aujourd'hui. Tu sais, pour une équipe en sol québécois, c'est complètement... c'est loufoque. Il n'y a pas un homme d'affaires actuellement québécois qui va lever la main, qui va dire « OK, moi, je vais mettre 7 millions sur une équipe d'expansion. Je vais bâtir un stade à 15 millions de dollars. Je vais bâtir un centre d'entraînement. Je vais me partir une académie. » Honnêtement, bonne chance. Trouver un investisseur québécois qui est capable de sortir tout ce fric-là pour assouvir les volontés de la KNPL, ça va être extrêmement difficile. Il va falloir que la Ligue soit beaucoup plus flexible, qu'elle soit capable de dire « OK, vous savez quoi? Même prix que pour nos dernières équipes. Fait que, mettons, 2 millions. 2 millions, puis vous pouvez utiliser votre stade. Fait que vous pouvez, votre équipe va pouvoir jouer au complexe Claude Robillard pour les 2 premières années, ou votre équipe va pouvoir jouer au stade TELUS de l'Université Laval pendant les premières années, ou, tu sais, mais ça peut pas être, OK, on va accepter seulement votre candidature si vous êtes prêt à construire un stade de soccer. Non, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas, malheureusement. Mais pourquoi ils demandent ça? Parce qu'en dehors des villes qui sont déjà dans CPL, il n'y a pas d'autre ville qui est capable d'assumer ça. Si Montréal n'est pas capable, ou une autre ville québécoise n'est pas capable de payer 5-7 millions, plus se payer un stade de foot de 10 millions, il reste quoi comme ville?
Moi, je pense qu'actuellement, cette ligue-là regarde la MLS, regarde le prix des concessions aujourd'hui par rapport au prix des concessions il y a une couple d'années, puis ils se disent, oh, on peut cacher une tout de suite. C'est clair qu'il va y avoir un investisseur qui va être capable de mettre ce montant-là parce que le montant, il n'est pas ridicule. T'sais. C'est un montant qui est raisonnable pour un multimillionnaire. Mais... Donc, bon, Sofiane, t'es-tu dans le trouble? Non, pas encore. Okay, bon. donc, dans le fond, leur succès récent avec les dollars associés aux joueurs, ça peut devenir une espèce de problème. Tu sais, leurs têtes ont enflé un peu trop. Ils voient le potentiel de retour avec des joueurs de revente dans 10-15 ans. Fait que là, ils se disent, oh, on est mieux d'en profiter tout de suite. Puis il va y avoir un investisseur international qui va mordre à l'hameçon. Ben, tu sais, c'est aussi un peu comme en MLS, c'est un peu un système pyramidal là, qu'on le fait. Ça fait en sorte que les équipes qui arrivent payent des montants qui sont incroyables et ça permet à la Ligue de renflouer ses coffres et de chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, ben voilà, tout le monde y gagne. Donc, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est comme on est quasiment dans un système non, je vais regarder les mots que j'allais utiliser, mais... utilise ton 5e amendement encore. Non, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Actuellement, cette ligue-là veut peut-être réussir à cash in tout de suite et il va falloir être un petit peu plus patient. Il va falloir offrir une latitude aux gens qui vont être prêts à investir ici au Québec. Et surtout voir avec les politiciens ici s'ils sont bien là-dedans. Tu sais. Mais est-ce que Soccer Canada n'a pas envie d'investir massivement avec cette ligue pour enfin avoir une ligue canadienne pour les joueurs canadiens? Il faut que la fédération s'investisse. Non, mais Soccer Canada est déjà super investi dans ce projet-là. Okay. La raison pour laquelle il y a des joueurs de CPL qui ont été invités dans les derniers camps de Canada Soccer, alors qu'il y avait des joueurs qui le méritaient davantage dans d'autres équipes. À mon avis, là, puis je dis ça, c'est juste que eux, ce qu'ils se disent, c'est tant qu'à avoir une ligue ici, une ligue de développement pour le talent canadien, on va montrer les produits qu'on a déjà, les amener, puis on va les montrer. Ce que je dis, c'est pas que les gars ne le méritaient pas. Je dis juste que il y a du ailleurs qui aurait pu mériter une invitation, que ce soit au TFC 2, tu sais, je veux dire, que ce soit avec l'équipe réserve des Whitecaps, avec l'équipe réserve de l'Impact, il y en a des joueurs talentueux qui auraient pu remplir ces cases-là. Bref, tout ça pour dire que le Canada Soccer est ultra impliqué dans la CanPL. Mais est-ce qu'au niveau argent, le Soccer Canada pourra... je ne sais pas s'ils investissent, là, je doute là, parce que c'est privé, là, mais est-ce que la Fédération de Soccer canadienne pourrait avoir un rôle d'investisseur quasiment? Je sais pas, la FFF ou la Fédération italienne ne sont pas des investisseurs. Ça existe ailleurs dans le monde, ce genre de non, je ne pense pas. Mais je me demande, est-ce qu'au nom de la collaboration et du futur, dans 10-15 ans, si on investit maintenant, voilà, après, ça va aider notre pro foot parce que je suis la Fédération canadienne de soccer. En tout cas, là, je parle en connaissant rien en business, là, évidemment. Vous voyez ma coupe de cheveux, je suis même pas capable de payer une coupe, là. Mais la vérité, c'est que je sais pas si la Fédération canadienne de soccer pourrait investir économiquement dans cette ligue pour qu'elle survive et qu'elle continue de vivre. Moi, je me demande, est-ce qu'il devrait se donner ce mandat ou pas? Même, je ne sais même pas si c'est légal parce que c'est politique, c'est fédéral. C'est souvent l'inverse qui arrive. Tu sais, en Amérique, ça a été un plus l'inverse. Ça a été, tu sais, oui, une association entre la Fédé américaine et la MLS, mais à la MLS, la création de la MLS, c'était pour aider ces sélections-là. Tu sais, ça fait un peu ce travail-là. Le fait que les joueurs canadiens ont une deuxième chance ou une relance de carrière par ces ligues-là, ça vient aider la sélection canadienne. Puis la sélection canadienne fait son retour en faisant comme Nick dit, il invite de temps en temps ces joueurs-là, même si c'est pas absolument les meilleurs joueurs, mais ça leur donne un exposure. On le voit un peu partout. Si Piatti a eu une sélection, c'est pas non plus. Non. Bernardello, c'est ça la grosse histoire. Bernardello, avec l'Argentine. Nick, est-ce que c'est facile, c'est difficile de placer des joueurs dans la CanPL? C'est difficile de placer des joueurs partout. Honnêtement, si tu n'as pas les contacts, tu ne placeras pas personne. Tu as beau représenter tel joueur ou tel joueur. Après, il faut que tu sois capable de rentrer en contact avec la personne qui les embauche, ces joueurs-là. Puis quand tu arrives et tu es un nobody, c'est plate à dire, mais ça va être pas mal plus compliqué. Fait que actuellement, pour nous, ça a été plus facile parce qu'on avait des bonnes connexions dans cette ligue-là. On a des bonnes relations quand même avec les équipes dans lesquelles on a des joueurs. On a été capable de parler à toutes les équipes. C'est ça la beauté de la chose. C'est que au départ, il y a des équipes avec lesquelles on n'avait pas de relation du tout. Et là, c'est de bâtir. C'est d'essayer de parler à telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne. On est chanceux parce que je pense que, spécialement avec Jonathan, on connaissait beaucoup de gens
chez Canada Soccer. Soit des gens avec qui Jonathan avait joué, soit des gens que j'avais couvert. Et donc, un petit texto, « Hey, peux-tu me passer? » Bref. Ouais. Vous savez comment ça peut fonctionner, tu sais, c'est des connexions. Donc, dans notre cas, ça a été assez facile de placer les joueurs qu'on a placés, mais tu sais, on se fait quand même demander à chaque jour par des joueurs québécois, ontariens, néo-brunswickois, de leur trouver une équipe en CanPL. Donc, les équipes de CanPL ne prennent pas n'importe qui. Là. Ils sont quand même ils sont difficiles, puis avec raison d'ailleurs. Là. Donc, c'est pas facile. Non, c'est pas facile de placer des joueurs. C'est pas facile d'avoir les contacts, mais pour nous, ça s'est très bien passé assez rapidement, puis on espère qu'on va être capable d'avoir un joueur au moins dans chacune des équipes de la CPL pour être capable d'avoir notre toile d'araignée tissée un peu partout. J'imagine aussi que tu ne veux pas placer n'importe qui. Tu sais, tes premiers clients, ils doivent être top. Là. Les joueurs que tu vas placer pour la première fois à Halifax ou à Valor ou à Pacific, tu sais, tous ces clubs-là, il faut que la première fois qu'on fait affaire avec Obélix, ça soit des joueurs de qualité parce que si la relation d'affaires part un peu tout croche, puis c'est des chaudrons que tu envoies, là, t'es barré, j'imagine. Ça peut aller mal, vite. Là. Sauf que, tu sais, les joueurs qu'on a envoyés actuellement, tu sais, les joueurs qui sont présentement sous contrat en CPL, honnêtement, tu sais, puis je le dis, pour avoir couvert ces gars-là ou pour les avoir connus ou pour avoir décidé qu'on voulait les représenter, moi, j'ai l'impression que chacun des gars qu'on a sous contrat en CPL actuellement peuvent être des All-Stars de cette ligue-là, tu sais. Master Cacher, pour moi... C'est cute, t'es aimes tous, c'est cute. Non, mais regarde, pour moi, Master Cacher peut être le MVP de la prochaine saison en CPL. Jem Geffrard peut être un des meilleurs défenseurs de la ligue. Abou Sissoko, honnêtement, peut aussi être MVP parce que ce gars-là est un milieu de terrain incroyable qui peut jouer dans une des très, très grandes ligues dans ce monde-là, je vous le garantis. Omar Crime va être une des plus belles surprises. Il sort de l'Université de Montréal. Lui non plus, personne ne le connaît. Ce gars-là, c'est un crack. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Louis Bélangoyette, un des meilleurs milieux de terrain qu'on a au Canada. Ce gars-là aurait peut-être mérité de justement se retrouver en équipe nationale canadienne l'année passée avec ce qu'il a fait avec Winnipeg, avec Halifax. J'ai l'impression qu'il devient vraiment un des piliers de cette équipe-là. Et à côté d'Abou Sissoko puis de Ramperstad, ça va être incroyable comme milieu de terrain. Bref. Et Mo Farsi, à Calgary, Mo va aussi vraiment, vraiment faire parler de lui, à l'instar de ce qu'Abzi a fait du côté de York 9. Fait, bref, les joueurs qu'on a réussi à placer, j'ai aucune inquiétude. Je pense qu'ils vont se démarquer et je pense que c'est juste le début de leur carrière à tous et chacun et qu'éventuellement, on va être en mesure de les placer dans des super grandes ligues ou de les garder au Canada si la CPL est capable d'être compétitive au niveau des salaires pour que ces gars-là puissent évidemment assurer leur avenir. C'est qui a le rôle de quasiment de directeur technique dans Obélix? Tu sais, vous en recevez des tonnes, comme tu dis, là, des gars qui essayent de se placer, d'avoir le push Obélix pour placer des gars en CPL ou ailleurs. Mais tu sais, qui a l'œil, qui a cette responsabilité-là? Est-ce que c'est Wassim avec son rôle de recruteur, Jonathan avec son expérience? Tu sais, comment que ça se passe? Là? Une fois qu'un CV de joueur rentre, là, comment vous faites votre premier screening? Là, si on... Ben, tu sais, on se fait approcher énormément, chacun d'entre nous. Là, Wassim se fait approcher par certains joueurs, Jonathan par certains, puis moi par d'autres. Et il y a certains cas qu'on prend personnellement sur nos bras. Il y a des joueurs qui m'ont approché moi, que je leur ai dit, écoute, je peux pas, tu seras pas nécessairement signé chez Obélisque, mais je vais me faire un devoir de parler de toi aux équipes parce que je crois en ton talent et je crois que et donc si on réussit, si mettons je réussis à lui trouver une équipe, ben là, ok, garde, on va te signer chez Obélisque, puis à partir de maintenant, on va t'aider pour les 2 prochaines années de ta carrière, puis on verra par la suite ou peu importe. Ouais. Donc chacun d'entre nous recevons des CV. Puis, tu sais, on en reçoit à chaque jour, puis on en reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et malheureusement, c'est pas qu'on veut pas aider tout le monde. Genre, on aimerait ça aider tout le monde, mais on se rend compte que la demande est juste vraiment, vraiment trop grande actuellement pour ce qu'on est capable de faire. Pour ce que tu es capable de faire ou pour ce que les clubs sont capables de recevoir? Comme, tu sais, y a-tu trop de joueurs pour ce qu'il y a présentement comme club disponible? Oui, ben oui, ça aussi, effectivement. Il y a plus de place dans les actuellement, c'est vraiment compliqué. T'sais. Même là, essayer de placer un joueur, oublie ça. Là, on reçoit des CV de joueurs qui sont en première division en Argentine, là, qui ont 19-20 ans, qui sont et qui veulent venir jouer en CPL et que pour eux, un salaire de 40-50 000 $ par année, il serait super bien de venir jouer ici. Mais les équipes sont comme on n'a pas de place, on peut pas. Malheureusement, ça fait que il n'y a pas assez d'équipes, il y a trop de joueurs. Et en plus, ben là, cette année, ça a été un véritable bouchon parce que tout le monde a voulu revenir dans la ligue en même temps.
Oui. Puis malheureusement, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc, j'ai encore des joueurs avec qui j'ai communiqué que je me sens mal de ne pas être capable de leur avoir une offre concrète. T'sais. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de clubs. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres agents qui ont du métier pour établir Obélisque? Vous avez dit, je sais quoi, c'est mon expérience, puis j'en entends aussi un peu, mais est-ce que vous avez parlé à d'autres agents dans le métier ou ailleurs dans le monde pour dire, OK, comment on fait? Comment on fait? C'est quoi le processus de recruter un joueur? C'est quoi le processus de faire un contrat d'affaires? Je sais que Jonathan, je pense, il est avocat, non, Jonathan? Il y a son bac en Il a droit, son mais bac, excuse-moi, oui, excuse-moi, il est bac en droit. Et Wassim aussi de l'expérience aussi. Au pire, il y a Google. Il y a probablement un document de droit sur Exactement. Google. Ben, Google, on est tous assez autodidactes, mais oui, c'est sûr qu'on a on a des avocats, on a des agents qu'on connaît un peu vous avez partout. des ressources, OK. On est chanceux parce que je pense que tous et chacun avons énormément de connaissances Oui. de gens qui ont pu nous aider. Tu sais, moi, je connaissais bien des agents en Europe qui avaient été des sources à moi dans le passé. Jonathan a eu des agents en Allemagne, puis son agent, on a un partenariat non officiel avec lui. Wassim aussi a des gens avec qui il a travaillé quand il était en France, qui sont encore aujourd'hui impliqués avec nous, notamment l'agent de Robert Todibo, avec qui on a une relation, un partenariat non officiel qui pourrait éventuellement se transformer en partenariat officiel. Donc, ces gens-là, évidemment, quand on a des questions, on n'hésite pas à les leur poser parce qu'ils sont réceptifs puis ils veulent nous aider. Puis en même temps, ils nous voient comme étant potentiellement leur porte d'entrée dans le marché nord-américain, la MLS, la CPL, la USL, le Mexique même. Donc, de ce que tu as appris d'eux, est-ce que tu étais étonné ou choqué, ou étonné de façon positive ou choqué, de voir comment ça marchait, les processus? Est-ce que c'était plus formel? Est-ce que c'était assez bordélique, comme on a l'impression, un agent, c'est un peu, c'est pas nécessairement comme, comment il s'appelle, le film avec Tom Cruise. J'oublie tout cas, le film d'agent avec Tom Cruise. Oui, merci. Jerry Maguire. Show me the money. Donc, est-ce que vous étiez choqué ou positivement, ou étonné positivement ou négativement par rapport à ce que vous avez appris? Genre, c'est vraiment free for all, c'est la jungle et le plus fort et le plus méchant gagne? Ou est-ce que c'était vraiment, c'est cadré, c'est légal, c'est comme ça que ça marche, il y a un processus à aller de A à Z, puis boum, c'est bon. Si tu as du volume et tu as de la chance, ça va marcher. C'est différent dans tous les marchés. Donc, je te dirais que généralement, c'est assez free for all. Mais en même temps, c'est pas free for all au point où n'importe qui peut s'improviser agent demain matin. Faut quand même que tu aies des bonnes relations puis que tu aies les bonnes portes d'entrée pour être capable d'exercer ton métier. Mais effectivement, j'ai quand même été surpris de voir à quel point les choses parfois sont un peu loufoques, un peu désorganisées dans certains clubs. C'est pas le cas partout. Chaque club est un peu complètement différent, mais parfois ça peut être spécial un peu. Oh, on a-tu perdu Sofiane, non? Ça marche. Allô? Vas-y, Nilton, j'ai pris mon microphone. Excusez-moi. Tu sais, souvent, un agent joueur, on a vu ça, là, c'est pas rare. Là, un agent joueur peut devenir un jour directeur technique. Là. Tu te verrais-tu, toi, un jour? Non. C'est pas un truc qui t'intéresse, je veux dire, tu as été journaliste, puis là, tout d'un coup, tu nous as fait un coup surprise. Tu as traversé l'ombre pour aller de l'autre côté, mais tu sais, ça ressemble beaucoup à ça, placer des joueurs. C'est un peu le rôle de directeur technique. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser éventuellement? Non, parce que j'ai pas envie de me mettre cette pression-là sur les épaules. C'est un rôle qui est extrêmement ingrat. Tu sais, parlez-en à Nick DeSantis, qui est un bonhomme formidable, mais qui traîne des boulets incroyables à cause de certaines erreurs qu'il a pu faire en tant que directeur sportif à l'époque. Donc non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai l'ambition qu'Obélisque devienne la plus grosse agence de représentation d'athlètes et dans l'entertainment au Canada. Donc, c'est une business... c'est une business que je pars avec toute l'ambition du monde. Bon, Nick, la question qui tue, est-ce que vous avez la place pour nous, Sofiane Newton? On chercherait une agence, là. Ouais, éventuellement, mais là, vous, ce serait beaucoup de travail. Peut-être beaucoup de travail. On a un public établi, on a des stats, on a des Twitter, on a des groupes WhatsApp secrets. On est prêt. On est prêt pour ça, on est prêt. Ouais. Mais c'est parce qu'Obélix, eux autres, leur but, c'est de vendre l'image puis créer quelque chose de positif. Nous, trop souvent, c'est comme l'inverse qui arrive. Tu sais, les gens aiment quelqu'un. Tu sais, mettons, Nicolas Martineau. Nicolas Martineau aime Jason Vargas. Moi, je pars à rire dès qu'il l'a dit.
3 mois plus tard, on n'est toujours pas convaincu. Après, on dit qu'il est là pour les coups francs, puis après, on se rend compte que c'était une arnaque. Tu sais, c'est vraiment pas le mandat d'Obélisque. Mais attends un peu. Je me suis fait faire le coup par 3 joueurs, OK? Et c'est drôle parce que ça m'a beaucoup apporté dans mon métier aujourd'hui, tu sais, ça. Vargas, c'est le moins grave, hein. Vargas, c'est le moins grave. Je suis tout de suite, là. Lucas Ontivero, que j'adorais. Lui, il a tué, lui. Ouf. Ah, mais écoute, et Harry Novillo, c'est pas moi. Harry Novillo, moi, j'ai jamais rien dit de particulier. T'avais appris avant. Mais moi, j'adorais Lucas Ontivero et Jason Vargas. Et j'avais vraiment beaucoup d'espoir envers eux. Lucas Ontivero, quand même, ses premiers matchs avaient été exceptionnels. Là. Il avait touché une horizontale au stade olympique. C'était super. Mais effectivement, ça a été vraiment compliqué pour eux. Mais je me suis rendu compte que pour eux, c'était compliqué parce qu'ils arrivaient ici puis pas laissés à eux-mêmes parce qu'il y a des gens à l'Impact qui sont payés pour les aider à s'acclimater, si on veut. Mais écoute, ils n'ont jamais réussi à prendre possession de leurs moyens à Montréal, puis je trouve ça dommage. Jason Vargas, comme je te dis, c'est que ce gars-là, tu sais, était considéré au Chili comme étant la plus belle pépite de ce pays-là pendant des années, tu sais. Et je me suis dit, OK, là, il est loin de ses problèmes. Il arrive à Montréal. Il a clairement le talent pour réussir. À Montréal, tu sais, on serre la vis quand même fort. Ce gars-là va réussir. Il va exploser la MLS, tu sais. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte, tu sais, qu'il y a des leçons. Tu sais, un gars qui a des problèmes quelque part, c'est pas parce qu'il part d'un endroit que les problèmes, c'est lui le problème. Tu sais, il n'est pas entouré de problèmes, il se crée ses problèmes. Et il y avait tellement de signaux dégueulasses autour de lui. Tu sais, je veux dire, comment un club qui a pas les moyens de prendre des risques financiers, en plus, parce que lui, c'est un peu louche comment qu'on a acquis ce joueur-là, comment un club qui avait pas le privilège de prendre ce genre de risque-là est allé se pitcher vers un gars, certes, hyper talentueux, mais trop talentueux, puis pour se retrouver ailleurs, il y avait probablement une raison. Assurément, c'est sûr qu'il y avait une raison. Après, on peut pas nécessairement aller fouiller profondément dans les détails, mais tu sais, Johan Vargas faisait peut-être partie d'un autre deal, qui faisait partie d'un autre deal, qui faisait partie d'un autre. On peut pas savoir. Moi, je pense que c'était pas un mauvais gamble dans le sens où c'est pas comme si, tu sais, oui, il y a le frais de transfert. Aujourd'hui, on sait pas qui a payé entre l'Impact et Bologne, mais en même temps, ça sort de la même poche. Sauf que au niveau salarial, bon, oui, c'est un gros salaire, mais c'était pas une catastrophe complète non plus. Il y a bien des clubs en Europe qui font des coups, qui vont chercher un gars pour qui score jamais un but, puis qui va juste avec l'équipe réserve. Fait que, tu sais, des erreurs comme ça, il faut qu'un club professionnel en fasse. Il peut pas avoir 95%, tu sais. Mais la chose qui fait de Nicolas, c'est que moi, ça ne me dérange pas. Vargas, Ontivero, Novillo, ça me dérange parce que on va en parler juste après, là. Je suis très dérangé par ça, là. Mais Vargas et Ontivero, à la limite, c'est un gain-beau. Mais dans notre écosystème, dans notre éco-chambre où il y a un écho, où tout le monde s'entend, puis on se parle entre nous, là. Puis, tu sais, j'ai quand même l'impression que l'Impact a tendance à faire des erreurs sur des paris risqués qui coûtent cher. Dans une ligue qui te fait payer cash tes erreurs financières par rapport au salary cap, par rapport au transfert, par rapport à. T'es menotté par le salary cap quand tu fais des erreurs qui s'appellent Ontivero et Vargas, ça fait mal. Novillo, c'est la goutte de trop pour moi. Et c'est pourquoi ça fait mal avec l'Impact. Parce que d'autres clubs le font. On a fait Delphi, on a fait des erreurs. Columbus, ils ont tous fait des erreurs. Santé, man. Sponsor me. Écoutez, j'étais tout oui. Oui. Donc, et c'est pourquoi les erreurs qui coûtent, les erreurs financières, peut-être ça fait pas mal au portefeuille de Joe Saputo, mais ça fait mal au club par rapport à sa structure salariale, par rapport à son salary cap. Ils sont menottés. Même un gars comme Camacho, que je trouve c'est un bon joueur, je dis, ils en payent tellement cher pour un joueur comme ça, mais t'es menotté financièrement par rapport à ça. Si tu le fais et tu l'acceptes, t'acceptes les conséquences, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Vargas, Ontivero, ça faisait mal, et surtout, moi, Nilton et moi, on est assez méfiants par les engouements qui sont un peu trop explosifs. Dans le sens, c'est correct. Moi, je suis une personne un peu méfiante, un peu naïf et méfiante, mais je dis, OK, je vais attendre. OK, attends. Je comprends. Je sais où tu t'en vas. Je sais d'où vous venez. Puis je veux juste vous dire que oui, parfois, on pouvait être too much et trop optimiste par rapport à certaines situations. Mais notre rôle était aussi là. C'était de créer de l'excitement. C'était de faire que les fans y croient
et qu'ils aient envie d'écouter les matchs à la télé, à TVA Sport, pour qu'on ait des meilleurs codes d'écoute, pour qu'on vende plus de pubs, pour qu'on fasse plus de contenu, pour qu'il y ait plus de monde dans les sièges et qu'éventuellement, il y ait de meilleures acquisitions. Tout ça est une roue. Donc, effectivement, à certains égards, à certains moments, il y a certains coups qui ont été faits que j'en ai peut-être trop mis. Je t'accuse pas, Nicolas, je t'accuse pas, excuse-moi. En me réécoutant, j'avais l'impression que je t'accusais, mais moi, tout le monde a des opinions, tout le monde a droit à des opinions, puis ça me dérange pas tant que ça, oui, l'engouement me dérangeait un peu parce que c'est pas l'engouement de 2012 là, c'est l'engouement de 2016, 2017, 2014. Je dis ok, on a déjà vu le scénario, on a déjà vu ce film. Pourquoi on nous refait ce coup-là? Pourquoi le club refait les mêmes erreurs? Mais à la limite, c'est pas grave, c'est le club qui fait les erreurs. Et je suis content, et c'est correct. Même Newton est beaucoup plus méfiant que moi, mais il a quand même pris le. Il dit on va voir ce que ça donne, puis on va voir que oui, j'avais raison, c'est correct. Il y a aucun problème. Ce qui est dérangeant, c'est que le club rentre dans son cycle d'erreurs, on se dit ok guys, c'est bon. Et ce qui m'a dérangé le plus, c'est Harry Novillo. Parce que moi, je vous dis la vérité. Harry Novillo, dès qu'il est signé, deux agents que je demande, vous le connaissez, en Europe, me disent la même chose, avec des mots différents. Gros talent, mais dans la tête, attention, avec des mots beaucoup plus durs. Pour remplacer un gars qui était un hyper professionnel sur le terrain. Alejandro Silva. C'était vraiment difficile de critiquer son travail, qui avait donné des minutes dans des positions qui n'étaient pas les siennes, puis on le voyait, là, il y avait du gros potentiel, et on a fait un switch comme ça, 1 pour 1. Et même si Silva voulait partir, disons que Silva, je pense que c'était Piet qui avait dit que Silva ne voulait pas rester. Ok, Silva, il s'en va, il veut partir, il a le droit. Mais ce qui me dérangeait avec Novillo, c'était, bon, à part l'engouement, c'est un engouement, whatever, c'est plus, nous, on m'a dit, puis Nilton, je l'ai dit, genre, le jour de la signature, screenshot, beaucoup de talent, mais dans la tête, attention. Je dis, ok, bon, moi, j'écoute et je regarde. Et quand tu vois son CV, je dis, mec, le gars, il n'a rien fait. Pendant un moment, il y a eu un grand trou dans son CV. Et on lui donne un contrat garanti d'une longue durée comme ça. Je dis, ok, c'est le 4e garde, mais ça, c'était l'erreur. Et je pense que c'est la signature de Novillo en même temps, vraiment, a mis clos la carrière de garde avec l'Impact. Sans qu'il le sache. C'est sa plus grosse erreur. Et ça l'a tué. Je pense que ça l'a tué avant même que la saison puisse commencer. Parce qu'au niveau coaching, puis tout ça, on peut en vouloir à Rémi pour la façon dont il a coaché cette équipe-là, la façon dont le jeu s'est déroulé. Parfois, c'était un peu soporifique, les stratégies, mais il faisait ce qu'il pouvait avec l'effectif qu'il y avait. Mais le cas de Novillo, il avait été invité en essai, Novillo, l'année précédente, avant la signature. Je l'avais vu sur le terrain. Il n'avait pas donné grand-chose. J'ai l'impression que peut-être Rémi avait une volonté d'offrir une rédemption puis d'écrire une histoire à la Disney. Malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est à quel point le salaire qui a été octroyé a été complètement loufoque. Si un gars arrive en essai et qui réussit à se faire donner, c'est quoi, 600 000, 700 000, je me rappelle pas exactement. Oui. Novillo, il signe un contrat en Orlando après un match amical contre les Rowdies. À Tampa Bay contre les Rowdies, t'as fait un bon match, ok, voici ton contrat. Il ne signe pas un contrat 2 ans avec les Twitter et les belles photos en bleu, puis Novillo, il a joué à Lyon, puis il a joué à Guingamp. Non. Novillo, ce genre de joueur, dans le contexte de la MLS, tu fais un essai en Orlando, puis à Tampa Bay, si t'es bien, on peut-être en donne un contrat d'1 an ou 2, puis that's it. Comme Lovitz, comme plein de joueurs qui sont passés par là. Ce qui me dérange là-dedans, c'est surtout que tu ne donnerais jamais ce type de salaire-là à un Canadien. Tu ne donnerais jamais ce type de salaire-là. Mastakacha, Rigi, malgré ses blessures, je le prendrais tout de suite au-dessus de Novillo. Je veux dire, c'est incroyable. Il a fallu que Piet se batte pendant des mois et des mois pour avoir son argent. Mais moi, ce que j'ai aimé là, au début de la conversation concernant Novillo et les autres échecs de l'Impact de Montréal, c'est de comprendre que finalement, peut-être que nous, les blogueurs, là, les CanFC, les IMFC Radio, et ainsi de suite, et tous les autres, notre rôle à nous, là, c'est d'être impartial. Parce que, tu sais, veux pas, comme tu l'as dit, tu n'as pas seulement à TVA ou ailleurs un rôle de nouvelles. Il y a aussi un petit, même si on n'aime pas ça, il y a un peu de cheerleading que vous devez faire parce que vous vendez un produit. Puis nous, on peut se permettre d'être dans l'erreur, mais critique s'il faut. Oui, 100%. J'ai essayé de l'être aussi, tu sais. J'ai essayé de ne pas être tout le temps cheerleader,
et d'être capable de critiquer quand le temps était venu de critiquer. Mais effectivement, je pense qu'on devait absolument. Ouais, je suis d'accord avec Alex. Le quatrième c'est juste que c'était difficile de cracher sur un joueur particulièrement. Moi, j'ai jamais aimé critiquer particulièrement les joueurs parce que je sais ce qu'ils traversent. C'est quand même c'est de la job pas à peu près. Puis j'ai toujours, je pense, pris dans un conflit, j'ai toujours pris le bord des joueurs par rapport à l'équipe. Non, mais c'est normal. Je veux dire, vous les côtoyez, vous avez cette proximité-là aussi qu'on n'a pas avec les Canadiens. Le gars peut avoir des moments difficiles sur le terrain. Je vais prendre un exemple de l'année passée où Urruti c'était rendu une blague. Là. Il ratait des trucs tellement dégueulasses. Mais le gars, il peut être le plus sympathique au monde. C'est tough, parce que tu le connais, tu sais qu'il travaille fort, mais il n'est pas capable de la mettre dedans. Moi, je suis loin. Je vais pas aux entraînements, je vois ça au loin. Puis je fais juste dire, hey, ce gars-là, c'est une catastrophe. C'est pire que ce qu'on avait avant, c'est pire que Mancuso. J'ai aucune attache avec lui, donc on peut se permettre des choses que les journalistes ne peuvent pas, entre guillemets, se permettre. Y a-t-il une espèce de relation amoureuse entre journalistes et blogueurs? Vous nous voyez aller, puis vous nous enviez, entre guillemets, parce qu'on est capable de dire ce qu'on veut. Puis de temps en temps, on vous tape sur les nerfs parce qu'on y va tout le temps avec le même style. Oui. Moi ce que j'enviais, c'était surtout la flexibilité au niveau du temps que tu as pour parler de télé. Parce que, tu sais, mettons. Flexibilité, faut que je deal avec la maison. Oui, c'est vrai. Sauf que attends, Fortnite, les danses, le bébé, c'est compliqué. Il y a un pauvre vie misérable. C'est ce que j'enviais, c'était le temps que vous aviez pour poser un argument, tu sais. Parce que. Il y en a des dossiers dans lesquels j'aurais aimé avoir plus que 3 minutes en ondes avec JC pour jaser de quelque chose. Tu sais. Ah oui. J'aurais aimé expliquer pourquoi, exemple, Jason Vargas ou Omar Brownie ou peu importe, ou n'importe quelle décision, ou la saga des 3 changements. Ou... Il y a des moments où j'avais des choses à dire. Ah oui. J'avais juste pas le temps de le dire. Donc, tu es obligé de rester quand même en surface. Ça devient tannant un peu à un certain moment de toujours rester en surface parce que c'est en autant que tu sois bien habillé, que tu as une belle cravate, que tu as une belle coupe de cheveux, personne ne dit rien, mais tu restes tout le temps en surface. Alors que moi, je suis un gars qui aime avoir du contenu puis jaser. Et ce métier-là ne le permettait pas nécessairement d'aller en profondeur des choses. Et encore une fois, je dis pas ça, c'est pas contre TVA Sport, c'est les circonstances qui font ça, malheureusement. C'est la réalité du médium. Et je te garantis, moi, je ne pense pas avoir critiqué Nick, Fred, Olivier Brel, etc. parce qu'ils ont passé 5 minutes à parler de l'impact. C'est pas eux de gérer ça. C'est pas leur job, c'est t'as un travail, t'as un horaire, t'as une slot ici, tu le fais. Moi, ce que je trouvais décevant pour TVA Sport, c'est qu'ils ont mis autant de temps pour avoir un podcast. Mais oui, il avait la stratégie Cube Radio qui venait depuis peut-être un bout, puis personne ne le savait, mais un podcast, là, en 5 minutes, t'en fais un, mais peut-être TVA Sport, Cube Radio, Québécois voulaient en faire un de façon officielle et de la bonne façon. Puis je pense qu'ils le font très bien. Ce que Cube Radio fait, c'est excellent. C'est excellent comme réseau de podcasts. Là, ils ont bien fait les choses. Mais c'est bon. Il faut qu'il y ait plus de monde qui écoute. Exactement. Attends, parce que le médium est différent. Tu atteins les gens de façon différente. Puis c'est ça le présent et le futur. C'est quoi un succès podcast? C'est une bonne question. Je sais pas c'est quoi un succès podcast. C'est quoi un succès podcast? C'est quoi votre podcast qui a tiré le plus de jus? C'est quoi le podcast qui a été le plus écouté puis c'est combien d'écoutes? 2500, le Mercato. Ouais. Le Mercato, bien qu'on a sorti, bien que tout ça. Puis organique, hein, on fait pas de promotion, on n'a pas de budget Facebook Ad, on n'a pas RDS.ca au TVA Sport pour mettre le podcast là, donc c'est assez organique. Donc les chiffres, je regarde plus. Puis tu sais, on a une niche, on est une niche d'une sous-niche d'une sous-niche. C'est que moi, si tu es un podcast, mettons,